Bonjour, je suis Capucine Morello, je suis chef du service de pneumologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de la capnographie nocturne. Cette présentation va être divisée en deux parties. La première partie portant sur les bases théoriques et puis on verra ensuite comment analyser de façon pratique la capnographie. Voici mes conflits d'intérêts en lien avec cette présentation, une rémunération par Breas. Donc, on va suivre le plan suivant. Quels sont les mécanismes sur lesquels repose la capnographie transcutanée? Puis, on verra quelles en sont les indications et enfin, les limites. Donc, sur quel mécanisme repose la capnographie? C'est important puisque ça permettra d'expliquer les limites de cet examen également. Donc, aujourd'hui, il y a deux principaux capnographes, le TCM5 et le Syntec, et on peut faire des capnographies grâce à un capteur positionné ici, par exemple, sur le lobe de l'oreille, en ventilation spontanée ou sous ventilation non invasive. Donc, le principe repose sur ce capteur que je vais détailler tout de suite après, et donc sur le transfert du CO2 à travers la peau et à travers la membrane du capteur. On peut positionner le capteur à différents endroits, le lobe de l'oreille que j'ai déjà évoqué et qui est le positionnement le plus efficace, mais également le front. On peut aussi proposer de le positionner en sous-claviculaire, mais à ce moment-là, on aura un enregistrement que de la PTCO2, pas de la saturation pulsée en oxygène et de la fréquence cardiaque. Donc, le principe de la capnographie repose sur un élément chauffant, une sonde chauffante, qui va provoquer une vasodilatation et donc une artérialisation du lit capillaire. Comme le CO2 est un gaz très diffusible, il va traverser la peau, puis une membrane perméable au CO2 pour aller interagir avec une substance électrolytique qui est contenue dans le capteur. L'interaction entre le CO2 et l'H2O va produire des ions bicarbonate et des ions H+. La production d'ions H+, va modifier le pH et donc grâce à une électrode sensible au pH, l'électrode de Swieringa-Hauss, on va pouvoir mesurer le pH et en déduire la PCO2 par l'équation d'Andelson-Hasselbalch. Et donc, cette diffusion du CO2 et la position du capteur sur la peau va être très importante pour l'analyse du CO2 correct. En effet, vous voyez ici un exemple d'un capteur qui est mal positionné, ce qui se solde d'une diminution progressive de la PTCO2 jusqu'à une valeur nulle, ce qui n'est absolument pas physiologique, alors qu'on voit qu'il y a des événements qui se passent durant la nuit avec des désaturations. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la PTCO2, mais la PaCO2. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il une bonne corrélation entre la PTCO2 et la PaCO2? On voit ici, dans cette étude qui est maintenant ancienne, qu'il existe une très bonne corrélation entre ces deux mesures. Et effectivement, lorsqu'on fait chez un patient un gaz du sang artériel directement, immédiatement après l'enregistrement de la PTCO2 en fin de nuit, on voit que la PTCO2 ici est mesurée en fin de nuit à 62 mm de mercure. On voit que la PaCO2 est à 64 mm de mercure. Alors, est-ce que c'est vrai pour tous les dispositifs? Là, je vous ai fait une revue de la littérature sur les différents dispositifs et on voit que le biais, c'est-à-dire la différence entre la PaCO2 et la PTCO2, est correct, mais varie entre les différents dispositifs, mais aussi en fonction du positionnement du capteur pour un dispositif donné. En effet, vous voyez qu'ici, par exemple, lorsqu'on utilise le Syntec, le biais est de moins 1 mm de mercure lorsqu'on le positionne au niveau de l'oreille et qu'il est de plus 2,4 mm de mercure lorsqu'on positionne au niveau sous-claviculaire. On regarde aussi pour mesurer la qualité du signal, la limite d'agrément entre la PaCO2 et la PTCO2. On dit qu'elle est cliniquement acceptable lorsqu'elle est comprise entre plus ou moins 7,5 mm de mercure, ce qui est le cas pour tous les dispositifs. On voit aussi que la différence entre la PaCO2 et la PTCO2 varie en fonction des dispositifs. C'est ce qu'on a vu sur la diapositive précédente. Et effectivement,
on voit que ce biais est de moins 0,75 mm de mercure pour le Syntec, de moins 1,72 mm de mercure pour le TCM5 et de plus 3 mm de mercure pour le Tosca 500. Ce qui signifie que le Tosca 500 va surestimer la PaCO2 de 3 mm de mercure, alors que le TCM5 va la sous-estimer de à peu près 2 mm de mercure et que le Syntec va la sous-estimer de 1 à 3 mm de mercure en fonction du positionnement du capteur. Comme beaucoup de signaux physiologiques et en particulier lorsqu'on utilise une sonde chauffante, il va y avoir une dérive du signal au cours de la nuit. Vous voyez que sur les premières études, en 2007, la dérive était de plus de 1 mm de mercure par heure, ce qui fait qu'au bout d'un enregistrement, par exemple, de 8 heures, il y avait 8 mm de mercure de dérive. Une amélioration de la technologie, ce qui permet qu'aujourd'hui, il y ait une dérive de 0,1 mm de mercure par heure. Mais ça, c'est vrai si la membrane est très récente. D'où l'importance de recalibrer le signal en fin de nuit. Vous voyez ici l'exemple d'un tracé où effectivement entre le signal brut en vert et le signal corrigé grâce à une nouvelle calibration en fin de nuit, on va pouvoir mesurer la dérive au cours de la nuit du signal. En début de nuit, aucune dérive. Et puis en fin de nuit, vous voyez cette dérive de quelques millimètres de mercure. Quelles vont être les indications de la capnographie transcutanée nocturne? La première indication, c'est la suspicion d'une hypoventilation alvéolaire nocturne qui va poser l'indication de l'initiation d'une ventilation non invasive chez des patients qui ont un gaz du sang artériel diurne normal. Cette étude menée chez des patients atteints d'insuffisance respiratoire restrictive a comparé la valeur de la PaCO2 diurne le matin à la valeur de la capnographie transcutanée. Et vous voyez que dans la population générale, il y a 20% des patients qui ont une capnographie pathologique alors qu'ils ont un gaz du sang diurne normal. Et cette proportion est encore plus importante chez les patients neuromusculaires. Pourquoi cette différence entre PTCO2 et PaCO2 diurne? C'est parce que la journée, à l'éveil, il y a un éveil cortical qui permet une compensation de la faiblesse diaphragmatique par les muscles extradiaphragmatiques. Cette compensation n'étant plus possible durant le sommeil et en particulier en sommeil paradoxal. Une autre pathologie où on va retrouver un gaz du sang à l'éveil normal alors que dès que le patient va s'endormir, on va retrouver une hypoventilation alvéolaire nocturne. Il s'agit du syndrome d'Ondine ou du syndrome d'hypoventilation centrale, alvéolaire centrale congénitale, où, je vous le rappelle, ces patients ont un trouble de la chémosensibilité et de la commande automatique qui va faire que dès qu'ils vont s'endormir, il ne va plus y avoir la compensation corticale et l'apparition d'une hypoventilation alvéolaire sévère qui ne sera pas vue à l'éveil chez ces patients. Il a été montré également chez des patients atteints de pathologies neuromusculaires que la présence d'une hypoventilation alvéolaire pouvait prédire le risque d'instauration d'une ventilation non invasive dans le suivi. Différents critères d'hypoventilation alvéolaire nocturne ont été testés chez ces patients-là et 2 critères semblent associés à la nécessité de mettre en route une ventilation non invasive durant le suivi. Vous voyez sur un suivi d'un maximum de 5 ans avec 50% des patients ventilés à 2 ans. Et ces critères, on les reverra. C'est une PTCO2 supérieure à 55 mm de mercure pendant plus de 10 minutes ou l'augmentation d'une PTCO2 de 10 mm de mercure par rapport à la valeur à l'éveil avec un temps passé à une PTCO2 supérieure à 50 mm de mercure de plus de 10 minutes. Ça, ce sont les critères de la Société américaine du sommeil. Et puis le deuxième critère qui semblait être prédicteur d'une nécessité de recours à une ventilation non invasive dans le suivi était la présence d'un pic supérieur à 49 mm de mercure. Il a été montré aussi par l'équipe de Garches qui fait de façon systématique dans le suivi de leurs patients atteints de pathologies neuromusculaires lentement progressives une polysomnographie, une capnographie et un gaz du sang diurne avant
dans le suivi avant que les patients soient sous ventilation non invasive. Et donc, ils ont regardé la prévalence de troubles du sommeil, en particulier d'apnée centrale et obstructive, dans leur population de patients. Ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais je vous signale qu'effectivement, 60% des patients ont des troubles du sommeil, et en particulier dans le cas d'une dystrophie myotonique de Steinert. Mais vous voyez qu'il y a 25 patients, soit 23% de la cohorte, qui avaient une hypoventilation nocturne. Sans hypoventilation diurne, ce sont les patients en bleu foncé ici sur le graphique. Et le fait de ne pas faire de capnographie nocturne chez ces patients expose à un risque de mauvais management, de mauvaise prise en charge de ces patients, avec, c'est ici, des patients qui avaient uniquement une polygraphie ventilatoire et un gaz du sang artériel sans capnographie. Vous avez 25% des patients qui étaient mal pris en charge, et ils avaient en particulier pas de VNI, alors qu'il y aurait une indication de VNI chez ces patients-là. Vous voyez que si on fait qu'une polygraphie, il y a 73% des patients qui sont mal pris en charge avec une PPC à la place d'une VNI. Si on fait uniquement gaz du sang, 65% des patients mal pris en charge, avec notamment 4 patients qui ont eu une ventilation non invasive, mais pas d'augmentation de la PEP pour traiter les apnées du sommeil. La capnographie nocturne peut être également intéressante dans le suivi des patients sous VNI. Et effectivement, dans cette étude norvégienne, Sigurd Arestad a évalué les performances de la gazométrie artérielle et de l'oxymétrie nocturne pour détecter une hypoventilation alvéolaire sous VNI. Ce sont les recommandations actuelles chez des patients qui avaient une insuffisance respiratoire restrictive. Et on voit que si on regarde ici les patients qui avaient et la capnographie et le gaz du sang artériel et l'oxymétrie nocturne normale, 8% des patients avaient une hypoventilation alvéolaire nocturne détectée par un temps passé à une PtCO2 supérieure à 6,5 kPa ou supérieure à 50 mm de mercure pendant plus de 10% du temps d'enregistrement. Si on se concentre uniquement sur l'oxymétrie nocturne normale, 30% des patients avaient une hypoventilation alvéolaire nocturne. Et si on se concentre uniquement sur la gazométrie artérielle diurne normale, 12% avaient une hypoventilation nocturne non détectée. Et donc, l'hypoventilation nocturne, la capnographie permet de mieux dépister une hypoventilation sous VNI avec une sensibilité de 84% et une spécificité de 43%. Lorsqu'on s'intéresse à une cohorte de patients présentant un syndrome obésité hypoventilation sous VNI, on voit que alors qu'on n'a que 7 patients sur 20 qui ont un gaz du sang anormal, 2 patients sur 20 qui ont une oxymétrie anormale, on a 18 patients sur 20 qui ont une hypoventilation alvéolaire nocturne. Et donc, alors que le gaz du sang est normal, on va pouvoir dépister une hypoventilation nocturne chez ces patients grâce à l'usage de la capnographie nocturne. Et enfin, l'équipe de Marjolaine Georges à Dijon a comparé de nouveau différentes stratégies de suivi de la VNI. Vous voyez ici les différentes stratégies, soit uniquement la lecture des données du logiciel de ventilation, soit uniquement la capnographie nocturne, soit une stratégie qui associe gaz du sang et oxymétrie nocturne et capnographie nocturne, ou l'ensemble de tout, c'est-à-dire gaz du sang artériel diurne, oxymétrie nocturne, lecture des données du logiciel et capnographie. Et on voit que si on associe toutes ces stratégies, seuls 29% des patients sont considérés comme ayant une ventilation totalement appropriée et efficace. Si on retire la capnographie et qu'on prend que les gaz du sang et l'oxymétrie nocturne, on méconnaît on méconnaît 24 patients.
Et finalement, il y a 27 patients qui avaient une hypoventilation nocturne avec 6 patients qui avaient un gaz du sang diurne normal et 12 patients qui avaient une oxymétrie nocturne normale. La dernière indication de la capnographie nocturne, c'est la recherche d'une hyperventilation alvéolaire sous VNI qui peut être suspectée devant des apnées centrales. Ici, vous voyez que il y avait une hyperventilation alvéolaire qui précédait la désaturation due aux apnées centrales. Et ça, l'oxymétrie nocturne ne permettra pas de le détecter, le gaz du sang artériel diurne non plus. Donc finalement, si on résume, la capnographie nocturne est indiquée pour poser l'indication d'une ventilation non invasive à domicile ou pour surveiller cette ventilation non invasive devant la suspicion clinique d'une hypoventilation alvéolaire nocturne lorsque l'oxymétrie nocturne n'est pas interprétable du fait d'une SPO2 supérieure à 96% et donc le patient se retrouve sur la courbe plate de dissociation de l'hémoglobine et donc on ne pourra pas voir de désaturation significative alors que la PCO2 aura monté avec une PO2 qui aura baissé ou bien sûr si le patient est sous oxygénothérapie de façon concomitante et qui explique que la saturation sera trop basse. Ou alors, il y a une oxymétrie nocturne pathologique, mais pour d'autres causes, avec un trouble du rapport ventilation-perfusion qu'on retrouve chez les patients obèses, avec un syndrome d'obésité pour ventilation, chez les BPCO ou en cas d'atectasie, où on va avoir des désaturations. On ne pourra pas savoir si c'est lié à l'hypoventilation nocturne ou aux désaturations. Enfin, et il y a une erreur ici, en cas de suspicion clinique d'une hyperventilation nocturne devant des apnées centrales. Comment va-t-on interpréter la capnographie nocturne et comment on va pouvoir poser le diagnostic d'hypoventilation nocturne et ainsi quel seuil utiliser? Alors, je vous ai déjà montré cette étude qui avait été menée chez des patients atteints de pathologies neuromusculaires maintenant progressives où 3 seuils avaient été testés. Les seuils de la Société américaine du sommeil avec une PTCO2 supérieure à 55 mm de mercure pour 10 minutes ou une augmentation de la PTCO2 de plus de 10 mm de mercure par rapport à l'état de veille avec une PTCO2 supérieure à 50 mm de mercure pour pendant 10 minutes. C'est le critère numéro 1 ici où on retrouve une prévalence d'hypoventilation alvéolaire de 13%. Le critère de Ward, c'est la présence d'un pic de PTCO2 supérieur à 49 mm de mercure. Vous voyez que ce critère est beaucoup plus sensible puisque 44% des patients sont considérés comme ayant une hypoventilation nocturne. Le critère de Simon, la moyenne supérieure à 50 mm de mercure, c'est le critère qui est utilisé en France par la chaise pour poser l'indication d'une ventilation non invasive au long cours. Ce critère est beaucoup plus spécifique, mais beaucoup moins sensible. Vous voyez qu'il n'y a que 33% des patients qui sont considérés comme ayant une hypoventilation nocturne. Sur les 2 premières années de suivi, 35 patients ont eu recours à la ventilation non invasive. 22 avaient été identifiés par le critère de Ward, donc avec une sensibilité de 63% et une spécificité de 35%, donc comme je vous disais, un critère sensible mais peu spécifique. 9 a été identifié par le critère de la Société américaine du sommeil avec une sensibilité de 25%, mais une bonne spécificité de 80%. Le problème, c'est que 3 patients sont décédés d'une insuffisance respiratoire aiguë, donc n'avaient pas été détectés suffisamment tôt et donc n'avaient pas eu recours à la VNI. Et donc, les auteurs ont proposé un modèle multivarié pour évaluer le risque d'initiation de la ventilation non invasive. Ils ont mis dans ce modèle la PaCO2 diurne, la capacité vitale, les bicarbonates et la capnographie selon le critère de Ward, puisque c'est celui qui avait identifié le plus de patients. Et puis, la pression aspiratoire maximale. Et en fait, parmi ces critères, seuls 2 étaient significatifs. Le critère de Ward avec un node ratio à 2,56 et la CV avec une diminution de 10% de CV avec, vous voyez, cette ratio de 1,22.
Ces seuils ont également été testés sur le suivi de la ventilation non invasive avec chez 55 patients neuromusculaires. On retrouve le seuil de Ward, les deux seuils de la Société américaine de physiologie, et puis un troisième critère qui est un pic supérieur à 55 mm de mercure. Avait été également testé le critère que l'on utilise dans le suivi de la ventilation non invasive avec l'oxymétrie, avec un temps passé à une saturation pulsion d'oxygène inférieure à 90%, de plus de 10% du temps total. Vous voyez de nouveau que la prévalence diagnostiquée avec ces différents seuils varie en fonction du critère, avec le critère de Ward, 42% des patients, le critère de l'oxymétrie, 14% des patients. Finalement, si on regarde en termes de valeur pronostique de ces différents critères, en termes de risque d'être réhospitalisé en soins intensifs ou le risque de décéder, seuls deux critères permettaient de prédire de façon significative ce risque. Le temps passé à une PTCO2 supérieure à 49 mm de mercure de plus de 10% du temps total d'enregistrement et le pic supérieur à 55 mm de mercure. Donc, pas les critères de Ward ni le critère de la Société américaine de physiologie. Qu'en est-il de la moyenne supérieure à 50 mm de mercure, qui est utilisée en France comme critère d'indication? Ce critère a été testé chez les patients insuffisants respiratoires avec 48 patients neuromusculaires, 27 patients avec une SLA, 14 avec une dystrophie musculaire, des patients avec un syndrome d'obésité ou hypoventilation et des patients avec une kyphoscoliose. C'est l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous ai montré tout à l'heure que la capnographie permettait de dépister 20% des patients qui n'avaient pas d'hypoventilation alvéolaire diurne, mais ce critère loupe 6% des patients qui ont une vraie hypoventilation nocturne, puisqu'ils ont même une hypoventilation alvéolaire diurne, mais une PTCO2 moyenne inférieure à 50 mm de mercure, puisque ce critère est très spécifique, mais il est insuffisamment sensible. Et donc, si on conclut en termes d'analyse, aucun critère n'est vraiment validé, puisque tous ces critères que je vous montre là n'ont été validés que chez les patients atteints de pathologies neuromusculaires, pas de données par exemple chez les patients BPCO. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder le temps passé à une PTCO2 supérieur à 49 mm de mercure. S'il est supérieur à 10% du temps total d'enregistrement, ça veut dire qu'il y a une hypoventilation nocturne. Il faut également regarder la valeur du pic. S'il est supérieur à 55 mm de mercure, attention, il y a une valeur pronostique chez les patients qui sont sous ventilation invasive. Il faut regarder la valeur moyenne. Si elle est supérieure à 50 mm de mercure, vous êtes certain qu'il y a une hypoventilation alvéolaire. Et il y a aussi le temps passé à une PTCO2 supérieure à 55, mais ce critère a été validé chez les patients en ventilation spontanée. Il n'a pas de valeur pronostique chez les patients qui sont sous ventilation au long cours, puisque c'est un critère qui est déjà trop dur. Et surtout, il va falloir regarder la forme de la courbe, parce que c'est ça qui va vous indiquer la présence ou non d'une hypoventilation alvéolaire nocturne, et on verra ça sur la deuxième partie pratique. Quelles sont les limites de la capnographie nocturne? Si vous vous souvenez de la façon dont fonctionne le capnographe, il faut qu'il y ait un temps de transfert du CO2 jusqu'au capteur, qui interagisse avec la solution électrolytique et qui est donc une variation de pH. Et ce temps de réponse prend entre 50 et 90 secondes, voire il est plus long encore lorsque le capteur est positionné en sous-claviculaire. Et donc, il n'y aura pas de diagnostic des événements brefs comme les apnées obstructives. Vous voyez ici un enregistrement où la saturation varie beaucoup, avec vraiment beaucoup d'événements brefs qui ne se voient pas sur la capnographie. Ça se voit au bout d'un moment, puisqu'il va y avoir une accumulation progressive du CO2 du fait de la charge hypercapnique provoquée par les apnées répétées. Donc on verra une augmentation progressive de la PTCO2, mais cette fois-ci du fait de l'accumulation du CO2. L'autre limite, c'est une limite technique. Vous voyez ici une étude qui était destinée à évaluer l'hypoventilation nocturne chez les patients BPCO avec une polysomnographie, donc faite avec du personnel formé à la capnographie. Et pour autant, il y a 23 polysomnographies
qui n'avaient pas été interprétables du fait d'artefacts techniques et principalement liés à la capnographie. Donc, vous voyez que ça fait 19% d'artefacts liés à la capnographie, alors que il y a un personnel formé. Et donc, vous imaginez bien qu'à domicile, cette limitation technique est beaucoup plus importante. Et donc, en conclusion, Jean-Paul Janssen, dans Thorax, proposait de positionner la capnographie en deuxième intention pour surveiller l'efficacité de la ventilation invasive lorsqu'on avait, il n'y avait pas d'anomalie de l'oxymétrie, de la gazométrie artérielle et qu'il n'y avait pas de fuite, lorsqu'on suspectait une hypoventilation nocturne. Le positionnement de la capnographie, toujours par Jean-Paul Janssen, quelques années après, en 2022, est remonté ici, avec ça fait partie des critères d'efficacité, d'évaluation de l'efficacité de la ventilation non invasive au long cours. Je pense que cette capnographie doit être effectuée lorsqu'on suit les patients à domicile, à l'hôpital, puisque là, il y a beaucoup moins d'artefacts techniques. Et donc, vous retrouvez ici les critères retenus par Jean-Paul Janssen avec un pic supérieur à 50, enfin, un pic, la valeur du pic, avec un seuil à 55 mm de mercure et le temps passé à une PT supérieure à 49 mm de mercure avec un seuil à 10% du temps d'enregistrement. Mais vous voyez que ça apparaît aussi ici. Donc, si le patient est à l'hôpital, ou en secteur institutionnalisé, où on est sûr de la qualité technique, on peut laisser la capnographie en première intention. Lorsqu'il est à domicile, je pense qu'il faut la proposer en seconde intention lorsqu'on suspecte une hypoventilation nocturne. Donc, en conclusion, la capnographie nocturne est plus sensible pour diagnostiquer l'hypoventilation et notamment l'hypoventilation nocturne. Ça permet une étude dynamique de l'évolution de la PCO2. Ça a une valeur pronostique, la présence d'une hypoventilation nocturne a une valeur pronostique, mais ça a été démontré que chez le patient neuromusculaire. Et il y a une amélioration des performances techniques au cours du temps. Et donc, ça permet d'utiliser cet enregistrement pour diagnostiquer une hypoventilation alvéolaire nocturne lorsque la gazométrie artérielle diurne est normale. Mais ça ne permet pas de diagnostiquer les événements brefs comme les apnées obstructives. Il y a beaucoup d'écueils techniques, notamment à domicile, comme vous l'avez vu, et donc c'est important d'être capable de reconnaître les erreurs techniques, et ça nécessite une formation des techniciens, des infirmières, mais également des médecins pour pouvoir reconnaître un enregistrement qui n'est pas valable techniquement. Je vous remercie de votre attention.